Cette semaine, dans le balado, duel à Paris et règlement de compte familial. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Allô. Donc, retour très attendu d'une figure marquante des films d'action de la dernière décennie. Ben oui, puis j'ai vu que en faisant mes recherches, le premier date de 2014, fait que ça fait presque 10 ans que John Wick est dans l'univers cinématographique. Oui, c'est un des rares cas vraiment où chaque film est de plus en plus populaire que le précédent. Oui, effectivement. Ça, c'est quand même non négligeable là, comme exploit cinématographique. Ben en fait, on saura lundi et dans quelques semaines si le quatrième aurait été encore plus populaire, mais les prévisions box-office et tout s'enlignent pour être de plus en plus grande que le précédent. Tout à fait. Et également, premier film aussi d'un cinéaste québécois qui prend l'affiche. Mais avant de faire le tour des nouveautés, allons-y pour l'actu. Semaine assez tranquille. Oui, moi, j'ai rien vu passer tant que ça. Je suis moins à l'affût là-dessus que toi. Là, moi, j'ai vu qu'une nouvelle qui a attiré mon attention, digne de mention, mais quand même une nouvelle assez audacieuse où on proposerait un remake du grand classique d'Alfred Hitchcock, Vertigo. Quand même, avec Robert Downey Jr. dans le rôle, en lieu de James Stewart à l'époque. Mm-hmm. Déjà là, un drôle de casting, avec Robert Downey Jr., même producteur, donc c'est vraiment un projet qui semble lui tenir à cœur. OK. Ce qui pique ma curiosité, en tout cas, l'angle peut-être intéressant, c'est que le scénariste, que j'ai oublié de noter le nom, mais c'est le créateur de Peaky Blinders, quand même une série à succès sur la mafia, tout ça. Donc, mais écoute, c'est tellement casse-gueule reprendre des classiques de même. On en parle souvent. J'ai l'impression que le mieux que tu peux faire, c'est que ça soit correct puis que ce soit pas insultant pour l'original. Tu peux pas, ça sera jamais meilleur. Ça peut pas être. Peut-être que même ça peut être meilleur, mais personne ne va jamais oser le dire. Puis c'est ça. C'est juste beaucoup de risques puis peu de récompenses. Effectivement. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir si on va changer de quoi, parce que faut dire que le film de 1958 était lui-même une adaptation d'un roman de quelques années plus tôt. Je pense qu'il date des années 40. Donc, j'espère qu'on va peut-être moderniser l'intrigue, là, à moins qu'on fasse quelque chose old school encore qui se situe dans ces années-là. C'est pas genre un détective privé aussi ou quelque chose comme ça dans l'histoire? Ouais, quand ça fait longtemps que je l'ai vu. Puis là, il faut qu'il enquête sur la femme. Il faut qu'il suive la femme d'un monsieur, mais finalement, il tombe en amour avec elle. Puis là, il réalise qu'elle n'est peut-être pas qui elle prétend être. Puis là, il y a du vertigo lui-même au travers de ça. Puis donc, en tout cas, on va qu'à suivre. Évidemment, il n'y a pas de date de tournage encore officiellement annoncée. Non, c'est juste que je pense que c'est le studio Paramount, en fait, même cette fois-ci, qui a acheté les droits. À l'époque, c'était Universal qui avait produit le film. Parlant d'Universal, ils ont annoncé aussi, finalement, j'avais deux nouvelles. Correct. Le nouveau film de Jordan Peele. C'est tellement une petite nouvelle parce qu'on ne sait rien de l'histoire ni de la distribution. Là, c'est parenthèse, c'est ça, juste Nope. Ça a pris tellement de temps, ça a sorti juillet passé, mais ils font juste dire il y a un Jordan Peele qui s'en vient cet été, il y a un Jordan Peele qui s'en vient cet été. Il y avait eu une affiche que tu comprenais rien, très super cryptique, puis une bande-annonce, là, ça a pris peut-être au mois de mai, je pense. Je me souviens que la bande-annonce était-tu sortie devant quelque chose d'autre, en tout cas? Genre, il a attendu un film spécial pour sortir la bande-annonce. Oui, c'est vrai, tout à fait. C'était comme en exclusivité c'est ça. Avec ce film-là, mais je ne me rappelle pas lequel. Mais en fait, on connaît au moins la date de sortie. Alors, décembre 2024. En fait, Noël même 2024. On quitte l'été. On a essayé l'été, puis c'était pas... peut-être moins bien marché. Mais là, elle va quand même affronter le troisième Avatar en 2024. Oh oui, c'est vrai. Fait que, mais bon, on verra bien. Puis c'est un film d'horreur, c'est encore, On présume, en fait, jusqu'à date, il est toujours un peu dans le même style. Est-ce qu'il va vouloir changer de registre? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on va avoir un même genre de film un petit peu, sûrement qui rend hommage à un film qui aimait. Parce qu'on c'est beaucoup d'hommage. Je serais curieux de savoir aussi, c'est quoi leur comparaison, parce que c'est clair qu'ils doivent connaître le pitch du film et des choses comme ça. Puis là, ils ont dû analyser avec d'autres films de même genre à quelle période on pourrait le sortir, qu'est-ce qui va arriver, le counter-programming, ces choses-là. Peut-être de voir un peu c'est quoi leur référent pour dire que comme en décembre, ça va être bon. Tu sais, c'est décembre, c'est pas de Noël? C'est Noël, mais ça c'est Noël, OK. Je pense que c'est le 25 même en plus. Ce genre de film-là, OK. Ça, c'est quand même tannant pour les programmateurs de salles, les critiques et tout ce monde-là, là, qui a comme pas trop accès aux films, puis à la dernière minute, c'est les dernières choses qu'il faut que tu écrives, mais c'est des grosses sorties. Puis
Fait que oui, c'est ça. Donc, à suivre pour les amateurs de Jordan Peele. Sinon, bande-annonce, encore là, rien de très exceptionnel, mais on voulait parler de BlackBerry, peut-être qu'il pourrait intéresser. C'est ça, en fait, regardant... c'est une histoire canadienne, en plus. C'est ça, je pense que c'était sorti juste avant l'épisode de la semaine dernière, mais on ne l'avait pas abordé, mais fait que sur le rise and fall, en fait, du fameux BlackBerry, un des premiers... téléphone intelligent. Ouais, téléphone intelligent pour les hommes d'affaires et tout. C'est une production canadienne, et le téléphone et le film, qui sera réalisé par Matt Johnson et qui met, entre autres, Jay Baruchel à l'affiche là, dans le rôle... vedette un peu là, de l'espèce de... Du créateur et non de celui qui va mettre en marché. Oui, c'est ça. Fait que ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une alliance entre un requin de la finance puis ces nerds-là qui fabriquent le téléphone et la technologie, qui ont trouvé un satellite disponible pour envoyer des messages puis tout. Fait que lui, il fait la mise en marché, mais je pense qu'il va y avoir un petit peu de spéculation, de choses comme ça. Et on voit aussi dans mon annonce l'arrivée du iPhone à un moment donné aussi, vient mettre tout ça en péril. Dedans, ben oui, tout à fait. C'est ça que je crois comprendre aussi en marketing, puis en construction, recherche et développement, toutes ces affaires-là, c'est qu'à un moment donné, la compagnie a toujours l'air plus prestigieuse que ce qu'elle est vraiment. Parce que tu construis ton image de marque, puis là, tu donnes dans ce cas-ci, tu donnes des téléphones à plein de monde. Puis là, c'est juste ce que je spécule de la bande-annonce. Là. J'ai pas lu l'histoire complète du BlackBerry et tout. Là. Mais tu sais, t'en donnes à tout le monde, t'as de la visibilité, t'as ton image, tu t'habilles bien, tu donnes des cartes d'affaires, t'as des produits, mais au fond, tes ventes, c'est comme... Elles sont à 15% de ce qu'elles devraient être pour que tu sois stable financier. Puis tu essaies de créer tellement le hype que là, soudainement, les gens disent « J'ai pas le choix, il faut que je l'achète. » Puis tu deviens rentable éventuellement. Mais c'est pas parce qu'on entend parler de la compagnie ou du produit que c'est un succès encore. Là, c'est encore et que c'est rentable. Tout impossible de se crasher, exactement, puis de s'être trompé. Puis des petites erreurs, de mauvais jugements, d'affaires comme ça vont juste grandir. Puis là, à un moment donné, ça devient une catastrophe. Là. Fait que moi, je trouve ça fascinant. C'est sûr que j'aime ce genre de film. Ça me rappelle un peu peut-être le Hummingbird Project, qui est un film de Kim Nguyen avec Jesse Eisenberg il y a quelques années sur justement de la fibre optique. Là. Puis Alexander Skarsgård. C'est très cool, ce film-là. Mais c'était passé très underground, en parlant d'enterrer de la fibre optique. C'était passé sous le radar. Fait que le 12 mai pour BlackBerry. Moi, j'ai bien hâte de voir, honnêtement. Je trouve la bande-annonce très intrigante, intéressante. Puis en plus, c'est une histoire d'ici, fait que c'est encore plus... Je me souviens pas de ça. Moi aussi, j'ai vaguement des souvenirs. Je suis pas très techno non plus, fait que... Te souviens-tu, par contre, de l'époque où justement le PDG de BlackBerry voulait racheter les Coyotes de Phoenix puis les déménager Hamilton, me semble, ou quelque part au Canada. Mais c'est ça, en tout cas. Ouais, c'était en Ontario, mais pour avoir une deuxième équipe. C'est ça, dans la couronne de Toronto, ouais. Puis je pense que recevoir de Batman. Ouais, c'est ça. Tu sais, ici, je pense qu'au Québec, Canada, on était comme, ça serait cool, wow. Puis lui, il était comme. Il a dû le sizer. Là. Ben, déjà, l'endroit ne l'intéresse pas d'avoir plus d'équipes au Canada. Puis il a dû sizer ce gars-là pour faire je pense que lui, c'est un pense-bon. Puis c'est ça, là, ça se fera pas. Puis pas longtemps après, la compagnie crashait. Puis, voilà. Ça, je m'en rappelle très bien. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que Jay Baruchel est quand même un peu méconnaissable avec des perruques, des lunettes. Je sais pas si c'est une perruque ou juste bleaché, un peu bleaché blanc-gris. Puis ces lunettes qui sont redevenues à la mode, là, mais comme... les grosses lunettes. Ouais, c'est ça, mais voyons, des années genre 80, mais le John Lajoie, là, il faisait des vidéos humoristiques à un moment donné, puis il parlait que c'est des pedophile glasses. Là. Que, voilà, je voulais pas choquer personne, mais ça a eu un peu une mauvaise image, ce genre de lunettes, pendant un temps. Mais c'est revenu à la mode. Regardez les jeunes... je sais plus comment on appelle la nouvelle génération. Moi non plus. Les moins de 20 ans. Là, en tout cas, voilà, je m'égare. Bref, donc BlackBerry au mois de mai à découvrir pour ceux qui aiment ce genre de récit. Attaquons les sorties de la semaine. Attaquons, c'est le cas de le dire. C'est le dire, hein, parce que, évidemment, on vous en parlait d'entrée de jeu. John Wick Chapter 4, quatrième film de la série par Chad Stahelski, qui a réalisé les 4, en fait. Ouais. Donc, c'est le grand retour de John Wick qui part
à la vengeance de la grande table, hein? C'est tout ça en français? Oui. De l'organisation. Le high table, la High grande table, table, c'est ça. Puis on se souvient que le premier John Wick était un film en soi, là, Oui. si on veut, une histoire qui se terminait. Puis là, il y a eu un certain succès populaire et critique. Puis on dit, hey, on continue, on en fait un 2. Puis là, à partir du 2, c'est des fins ouvertes, là, vraiment pour... plus que des fins ouvertes, là, c'est vraiment à suivre. Oui, à là. suivre, tout à fait, oui. Et fait que là, le 2, le 1, OK, résumons ça avant d'arriver au 4. Ensemble, j'ai pas préparé ça. Le 1, il est un tueur à gages retraité. On comprend qu'il est veuf. Sa femme est décédée d'un cancer ou quelque chose récemment. Ouais. Et avant de mourir, elle lui avait acheté un petit chien. Ben oui. Fait que là, il s'amuse à faire des tours avec son vieux, je pense que c'est une Mustang ou quelque chose comme ça. Des tours de char, faire des burns. Puis il s'occupe de son petit chien. Sauf que là, il y a quelqu'un qui veut voler son char. Il veut acheter son char, refuse. La personne va chez eux, vole le char, tue son chien. Gaffe. Fait que là, très grande gaffe. Il a réveillé le Baba Yaga. Il va chercher ses armes, va péter cette personne-là. Qui faisait partie de la mafia russe. Oui, aussi, c'est donc, ça. Et fin de l'histoire. Au chapitre 2, mais ça se passe pas mal tout de suite après le 1, là, je pense, parce qu'il a envoyé sa voiture en réparation, puis il me semble... En fait, je pense que les 4 films, ça doit se passer en quelques mois à peine. Ouais, là, c'est ça. Puis, fait que là, le 2, je me souviens plus comment il se retrouve dans l'action, mais quelqu'un vient le voir et il dit « Faut que tu aies assassiné ma sœur pour que moi, j'aie ma place à la high table, justement. Mais, fait que là, il est comme obligé d'aller l'assassiner. Finalement, c'est pas lui qui a tué, elle se suicide sachant ce qui s'en vient. Sauf que là, il dit, ben là, pour pas que ça a l'air d'être moi qui ai fait ça, j'ai pas le choix de mettre un contrat sur ta tête. Fait que là, il y a une prime contre le tueur John Wick qui démarre. Fait que là, il va arriver dans sa quête de vengeance, mais il va se faire aider par le directeur de l'hôtel, joué par Ian McShane, Charlton. Winston. Ah, Winston, pardon. Puis... Et Wick va violer les lois. C'est ça, parce que normalement, il aurait fallu tout de suite qu'il le déclare, mais il a comme donné 1 heure de sursis. Fait que dès le début du 3... En fait, il tue le... Ah, parce qu'il tue sur le terre, dans le Continental. Ouais. Ah, c'est ça. Puis alors que normalement, on n'a pas le droit, fait qu'il dit, gars, je te donne 1 heure pour te sauver, puis après, je te déclare. Il devient excommunié de cet organisme-là. Ouais. Fait que là, le 3 part qui est dans chasse, mais là, ce qui arrive, les problèmes, c'est que l'organisation et tout apprend que Ian McShane il a donné 1 heure de sursis. Ça, c'est contre les règles. Fait qu'ils font fermer l'hôtel. Là, il est obligé de... Je sais pas, il y a une autre affaire avec des Russes encore, là, pour aller chercher son identité, pour pouvoir obtenir son pardon. Il y a une histoire de faveur qu'il faut qu'il donne. Le 3 est plus flou dans ma tête, je l'ai moins vu que les autres. Il retourne voir sa famille, là. C'est ça qu'on comprend, que finalement, il est d'origine biélorusse ou quelque chose comme ça. Ouais. Puis... tout ça finit qu'il se fait projeter en bas d'un toit d'immeuble, laissé pour mort, et Lawrence Fishburne, son personnage, le ramasse, l'amène dans les égouts, dit « M'a prendre soin de toi », parce que Ian McShane, Winston, l'avait retrahi pour regagner son hôtel. Ouais. Et là, on commence avec John Wick, chapitre 4, où, là, on résumera pas tout ce qui se passe comme ça, mais en gros, il a besoin de racheter un peu sa liberté pour que le monde arrête d'essayer de mettre une prime sur sa tête puis de vouloir le tuer. Il veut vivre tranquille, là. Et ce qu'il réalise, c'est qu'il peut aller régler ce conflit-là avec un marquis, là, le marquis de Gramont, joué par Bill Skarsgård, qui, lui, arrête pas de mettre des primes sur sa tête puis d'engager du monde pour essayer de se débarrasser de John Wick. C'est comme lui qui est chargé de régler le problème John Wick. Comme un inquisiteur, finalement. Voilà. Puis qu'il réalise qu'il va pouvoir, s'il va régler son beef avec ce gars-là, il va monter dans avoir la paix. Ouais. Et il a, comme tout film de la saga, on nous présente des nouveaux personnages que lui connaît depuis... Que le personnage connaît avant, mais pas nous, et qui sont incarnés par quand même des champions des arts martiaux, dont Donnie Yen et Hiroyuki Sanada, qui était dans le dernier Mortal Kombat, entre autres. Là. D'accord. Mais Donnie Yen, figure emblématique aussi du cinéma d'arts martiaux. Je me souviens des Ip Man, entre Effectivement, autres. Oui. Puis du côté américain, il avait joué dans le Star Wars Rogue One aussi. Ah oui, il faisait... D'ailleurs, un aveugle aussi. Oui, c'est ça, mais il n'est pas aveugle pour vrai. Pour il n'arrête pas de jouer des aveugles qui sont forts en arts martiaux. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, bon, vous aurez compris, c'est le cas ici. Chose surprenante, puis ça avait coulé là, un peu avant la sortie du film, puis je savais pas si c'était une information non vérifiée. Mais oui, ça dure 2h50. Oui, effectivement. Fait que pour le genre, déjà le 3 durait 2h10, qui était assez surprenant pour le genre.
Mais en gros, c'est super bon. Si vous avez vu aucun des John Wick, là, il commence peut-être à être tard pour juste arriver au milieu du film comme ça, là, surtout qu'ils sont tellement à suivre. Ouais. Quoi que vous pouvez apprécier tout artistiquement, visuellement, les chorégraphies, ça reste de grande qualité, là, mais au niveau de l'histoire, ça peut commencer à être le chaos. Puis... mais oui, c'est ça. Pourtant, il n'y a pas tant de longueur dans le film. C'est très rythmé, honnêtement, au niveau du montage. C'est une histoire montage. assez simple, mais je trouve qu'on traite bien les personnages, on les fait bien progresser. Il y a un bon rythme, beaucoup de scènes de combat qui sont... C'est la force et la qualité du film. Mais en plus de ça, je dirais, c'est la direction photo, les décors, pas les costumes, mais l'ambiance qu'on veut créer dans le film. Là, ça feel comme... tout le temps une bataille dans une espèce de musée moderne là, ou une affaire de même. Là. Ah, les directions artistiques de ces films-là sont vraiment incroyables. D'ailleurs, ça devrait être nominé un jour aux Oscars pour la direction photo parce qu'ils sont vraiment tous très beaux, honnêtement. Je voulais en parler, j'avais mis une note là-dessus. C'est Dan Laustsen qui a fait John Wick 2, 3, 4, mais il y a eu de nominations aux Oscars, lui, pour Nightmare Alley puis The Shape of Water. Il l'a jamais gagné, là, mais fait qu'il... c'est pas juste comme un gars d'action dans le sens qu'il travaille avec plein de films, plein de grands réalisateurs et tout. Là. Je ne sais pas si les Oscars oseraient le prendre par peur de, mais ils devraient. Comme on discutait l'autre fois, il devrait avoir un prix pour les cascades aussi, le meilleur ensemble de chorégraphie de cascade pour un film ou quelque chose comme ça. Là. Fait que... ouais, la musique aussi. J'ai vu que c'est Tyler Bates et Joel G. Richard qui ont fait la musique des 4 films. Une espèce de rock électro. Là. Ça me fait penser à du Nine Inch Nails un peu, là, mais je trouve que ça complémente bien le film. Il y en a qui avaient de la musique plus classique. Je pense que c'était peut-être dans le premier à un moment donné, là, qu'on mettait vraiment... il me semble qu'ils mettaient des écouteurs, ou le 2 peut-être. Là, vraiment écouter de la musique classique, puis là, ils pétaient tout le monde. Tyler Bates a aussi fait la musique de Pearl puis de X plus récemment avec Ty West. Fait que... ouais, mais moi aussi, j'ai bien apprécié, honnêtement, sur une franchise que moi, j'ai découvert, je ne serais pas sur le tard, mais avec le deuxième, en fait, quand le premier est passé, j'ai vu par après un peu le buzz que ça créait et tout ça, parce que ça a été un bon petit succès en salle, mais c'est surtout sur les plateformes que c'est comme le bouche-oreille est passé. Puis là, je voyais le deuxième vous connaître un encore plus grand succès en salle. Puis les critiques étaient super dithyrambiques, fait que ça a comme piqué ma curiosité. Puis j'aime vraiment cet univers-là de films d'action qui rappelle peut-être ce qui se fait de plus près des années 80 là, en termes de cascade et tout ça, là, mais la puissance 1000 avec toute la technologie d'aujourd'hui. Mais puis ce nouveau volet, écoute, pour les fans, on n'est pas déçus. Là, on nous donne ce qu'on veut. Puis effectivement, moi aussi, j'appréhendais un peu le temps, mais finalement, c'est très rythmé, ça passe super vite. Il y a beaucoup de contenu. Et encore une fois, les scènes ont réussi à renouveler, parce que c'est ça aussi, là, le danger d'en faire trop. À un moment donné, on peut se répéter, mais écoute, les scènes d'action, là, juste celle en ouverture avec les nunchakus, là, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, quasiment depuis les films de Bruce Lee. Peut-être Jet Li en a fait quelques-uns avec cette arme-là, mais écoute, c'était tellement bien amené. Et je veux dire, la série sur Sunday, c'est les fameuses scènes d'action avec l'Arc de Triomphe et les voitures. Un hommage au jeu Frogger, peut-être pour les plus vieux qui se rappellent la grenouille qui doit traverser la route sans se faire frapper. Mais écoute, c'est hallucinant. Puis il y a une longue scène d'action aussi. On est en plongée avec la caméra par-dessus les décors, on se promène dans toutes les pièces. Là. C'est à chorégraphier et tout, là, c'est fou. Oui, un plan continu, là, c'est assez incroyable. Donc, fait que faut être patient un petit peu, parce que c'est un long film, mais écoute, ça bouge. Et puis, moi, j'avais quelques petits fun facts quand même assez intéressants, parce qu'il y a à l'affiche une comédienne qui s'appelle... en fait, ce n'est pas une comédienne, c'est Rina Sawayama, qui est une jeune... asiatique, en fait. C'est elle qui fait la fée du... parce que dans le fond, on trouve le pendant du continental de l'hôtel new-yorkais au Japon, à Osaka. Donc, c'est la fille de ce propriétaire-là, du manager. En fait, c'est une chanteuse britannique pop. Ah, OK. Et puis... elle fait quand même quelques séquences de combat aussi. Elle est très bonne, honnêtement. Ouais. Puis, ça, le réalisateur, j'avais lu en entrevue, quand il s'apprêtait à faire le casting, à choisir ses comédiens, il était en Allemagne un soir, puis il a juste tapé sur YouTube pop star japonaise, genre quelque chose comme ça. Puis, c'est elle qui a popé.
il écoutait un de ses clips vidéo où justement elle faisait quand même un peu de chorégraphie puis de combat et tout ça, puis elle est capable de bouger, tu sais, parce qu'évidemment ça prend certaines forces physiques là, puis fait que elle était super emballée, puis effectivement elle voulait faire le plus de cascades possible, ça fait qu'elle s'est vraiment entraînée dans les arts martiaux. C'est fou, ça. Fait que c'est vraiment drôle là. Il y a ça. Lance Reddick est décédé il y a une semaine, le vendredi dernier, le 17 mars. Puis, c'est lui qui fait l'espèce de concierge. Oui, c'est ça, l'Afro-Américain qu'on a vu aussi, je me souviens, dans la série... C'est The Wire, c'était-tu? Non, c'est pas The Wire. Voyons, j'ai Fringe, entre autres. Mais il en a peut-être fait d'autres. Mais je pense pas qu'il était dans le Wire. Mais il en a fait plein d'autres aussi, évidemment. Puis le film, il est dédié. Là, fait. Mais c'est comme... Le film était déjà fait. Fait que dans les cinémas, on a reçu un petit carton juste à la mémoire de Lance Reddick à ajouter à la fin du film complètement. Il y a une petite scène secrète, là, une petite épilogue qu'on disait. À la fin de tout ce générique qui dure un bon 7-8 minutes, le générique quand même. Là. Puis bon, il y a un petit quelque chose. Puis là, après, il y a le petit carton juste à la mémoire de Lance Reddick. Et il est décédé de cause naturelle à 60 ans vendredi dernier. Fait que sur le tapis rouge, là, pour la première du film, tous les comédiens et ses amis avaient des petits rubans bleus pour lui. Là, fait que... Et dernier fun fact que j'avais écrit, que je trouvais quand même le fun, le réalisateur qui avait débuté, lui, comme cascadeur, fait que c'est pour ça qu'il a une bonne expertise dans les films, à l'écran. Et c'était la doublure de Brandon Lee dans The Crow. OK. Donc, quand même, ça fait longtemps qu'il est dans le milieu. Et c'était vraiment un ami de Brandon Lee, en fait. Et il pratiquait le Jeet Kune Do, l'art martial de Bruce Lee, du père de Brandon. Donc, c'est comme ça qu'ils sont connus, devenus amis. Et quand même un peu triste quand on sait le dénouement de tout ça. Ouais. Et puis, il avait travaillé également sur les films de Matrix. C'est là qu'il a rencontré Keanu Reeves. Et c'est Reeves qui avait reçu le scénario et qui l'avait approché pour travailler sur les films. Finalement, il est devenu réalisateur. C'était pas ça aussi que c'était le titre au début, c'était pas John Wick, hein? C'était ça se peut bien. Scron ou une affaire de même? J'ai pas noté, mais ça se peut. Ben, je pensais que c'est toi qui m'avais dit ça, mais c'est un autre collègue. Ça s'appelait Scorn ou un truc comme ça, là, un nom vraiment laid. Bizarre. Puis Reeves n'arrivait pas à s'en souvenir. Fait que quand il commençait à dire hey, sur quoi tu travailles, c'est quoi le prochain film? C'est l'histoire d'un tueur à gages qui est retraité, il prend sa vengeance, et blablabla. Puis là, il dit il s'appelle John Wick. Puis il a comme inventé, je sais pas s'il a inventé ce nom-là ou c'est que c'était le nom du personnage, mais pas le titre du film, là, enfin non même. Puis là, il disait ça, puis il a amené les publicistes, les coms ont dit il faut changer le titre du film parce que ce que Keanu est en train de faire, ça coûterait ben trop cher à revirer à l'envers. Puis en plus, il est en train de créer un hype sur ce film-là. Fait qu'il faut juste le nommer comme lui l'ont nommé. Là, une affaire comme ça, là, je paraphrase ce qu'on m'a dit, là, mais c'est ça l'histoire. Et là, le décès de Lance Reddick nous posait la question. Il avait annoncé un spin-off qui s'appellerait Ballerina surtout, on le voit dans le 3e film, là, le volet de l'école des Russes puis des ballerines et tout. Mais ça a déjà été tourné, si j'ai bien compris. Ça, ils ont tourné les 2 films pas mal en même temps. Donc, celui-ci devrait sortir probablement en 2024, j'imagine. Parce qu'il n'y a pas de date encore officielle, mais ce serait très étonnant qu'il sorte cette année. Là. Donc, oui, effectivement, on va pouvoir le revoir au générique. Également, Keanu Reeves, donc John Wick, sera présent dans le film, tout comme Winston aussi. Parce que l'intrigue se déroule entre le 3 et le 4. Donc, ça sera à voir. Alors, pour les amateurs, ce n'est pas fini. Anna de Armas qui va avoir le rôle-titre, mais qu'on ne voit pas ici dans ce chapitre-ci. Non, puis c'est ça. Puis même le personnage qu'elle va incarner était présent dans le 3e film, mais on l'a changé, évidemment. Le casting. Le casting, j'imagine, après qu'ils aient vu Die Another... No Time to Die, c'était ça le dernier? No Time to Die, ouais. Où la fameuse scène à Cuba et tout. Ouais, c'est ça. Là. Ouais, ça démarquait vraiment, là. Fait que j'ai bien hâte d'avoir, moi, en action dans ce film-là. Fait que pour résumer, John Wick, si vous avez vu les autres, vous avez aimé ça, laissez-vous pas impressionner par le running time, vous allez aimer ça, c'est à la hauteur des autres. Oui. Si vous voulez entrer dans l'histoire en disant hey, ça pique ma curiosité, je vous conseille peut-être d'écouter les premiers avant. Là. Tout à fait, oui. Et si vous aimez pas les autres, vous allez décrocher, ben ça va pas vous regagner. Là, on est dans la même continuité ici. Tout à fait. Alors, changeons de registre complètement avec Jour de merde de Kevin
T. Landry. Ouais, un premier film pour M. Landry. Lui qui a fait beaucoup de courts-métrages et de kino, ce genre de trucs. Avec, entre autres, Réal Bossé. Je sais que le film jouit d'une grande couverture médiatique. Fait que peut-être vous avez vu passer des articles là, du nouveau film avec Réal Bossé et tout. Ben, c'est celui-ci. On va suivre principalement, par contre, le personnage de Maude, qui est joué par Ève Ringuette, qui galère partout dans sa vie. Ça va vraiment pas bien au travail et ça a pas l'air d'une job très le fun, puis est comme pas... elle n'a pas de reconnaissance du tout, là, elle est dévaluée par sa patronne. Et elle a une relation conflictuelle avec son ex-conjoint qui manipule leur ado. Qui est détestable. Qui est assez détestable, mais comme il a l'air de le manipuler, tu sais, comme le gâter pour qu'après, quand il est avec sa mère, il trouve ça poche parce qu'il a moins d'argent et tout. Puis là, sa job, c'est de faire des montages vidéo et des petites entrevues, des montages vidéo avec les gagnants à la loterie. Fait que ceux qui gagnent des gros montants, des millions, qu'est-ce que vous allez faire avec ça, blablabla. Sauf que, tu sais, le monde dit toujours, faire un voyage, puis en mettre de côté, puis là, ils sont pas très participatifs et tout. Fait que c'est pour ça qu'elle se fait pas mal rosser par sa boss. Mais là, elle dit, là, il faut absolument que tu ailles chercher le nouveau gagnant, Gaétan Dubois, puis il habite dans le fond du bois. Fait qu'il faut que tu y ailles, t'as une date limite, sinon, je sais plus de quoi. C'est parce qu'ils ont besoin du reportage. Fait qu'être pogné pour y aller un samedi, traverser toute Montréal, aller en région, dans un petit shack perdu. Puis elle est pognée avec son gars cette journée-là parce que son ex veut pas le garder. Fait que elle s'en va à cet endroit-là. Et c'est là que les problèmes commencent parce que ce monsieur-là est pas du tout collaboratif. Elle va avoir des bris mécaniques, elle va être un peu coincée là-bas et ça va devenir de plus en plus louche cette situation avec son gars qui est quand même un ado insupportable, qui l'haït puis qui est toujours sur son sel. Ça va dégénérer solide, disons comme ça. Jour de merde, en entrevue justement, Kevin Landry a dit qu'il voyait ça comme un genre d'hommage à toutes les femmes là, qui ont comme rushé vraiment beaucoup dans leur vie puis qui ont traversé plein d'épreuves. Fait que c'est une façon de reconnaître ça. On voit aussi que c'est un exercice de style. On peut pas s'empêcher de citer Fargo, par exemple, là, surtout qu'ils sont dans un petit shack dans le bois en début d'hiver, et c'est ça. Fait qu'il y a ce côté-là. C'est très comédie noire. Fait qu'on est un peu dans le suspense, mais dans le ridicule à la fois, là. Fait que je sais pas, qu'est-ce que tu as ajouté à tout ça, jour de merde? Oui, ben effectivement, c'est un récit quand même assez sombre, là. C'est pas une comédie c'est pas une comédie légère. Non, c'est ça. Donc, on est vraiment... il évoque lui-même aussi là, que les frères Coen et Fargo servaient beaucoup d'inspiration. Donc, oui, si vous aimez le cinéma d'auteur québécois qui propose des choses un peu... hors sentier, ça peut être intéressant à voir pour cette raison-là. Moi, j'avais quand même un petit fun fact sur Ève Ringuette, quand même, qui est une histoire assez particulière. Donc, c'est une Inou, en fait. Fait que déjà là, se présenter ce côté-là d'un personnage féminin, mais juste comme ça, banal, là, comme si ça fait partie de la vie. C'est super bien, ça. Je trouve ça vraiment le fun, c'est intéressant. Pas d'histoire de réserve, puis d'affaires comme ça, puis sans offense, là. C'est juste... Ah non, elle a une job, elle a un ex-conjoint, puis la vie est rough. Oui, c'est ça. Puis, donc, elle travaillait comme directrice de production, en fait. Là, c'est un visage qu'on commence à voir. Elle fait quelques rôles là, qu'elle enchaîne depuis 2 ans. Là. Mais ça, elle travaille beaucoup sur des séries de télé canadiennes anglaises, pour ça, comme directrice de prod. Puis, elle aspire... de gagner sa vie comme comédienne, c'est ce que j'avais vu en entrevue. Puis elle prépare un scénario de film d'horreur. Fait que j'ai hâte de voir ça aussi. Fait que ça a piqué ma curiosité. Donc, fait que quand même une belle histoire comme ça. C'est fun. Des films plus indépendants peuvent permettre des fois de nous présenter des nouveaux talents comme ça. Mais il y a ça. Puis je trouve que Kevin T. Landry est aussi un de ces nouveaux talents-là. C'est-à-dire que c'est pas un film parfait en soi. Il y a quelques faiblesses. Mais comme la plupart des films, de toute façon, là, c'est dur de trouver le film parfait. Mais il y a beaucoup d'essais de style. On voit que c'est un passionné du côté technique puis de la mise en image et ces choses-là. Fait que je suis vraiment curieux de voir ses prochains projets. Là. J'espère qu'il va qu'il va être capable de nous offrir d'autres films, justement. Là. Il y a énormément de réalisateurs et réalisatrices qui font des premiers films, mais qui n'a jamais suite à ça, malheureusement. Là. Non, comme tu dis, il y a vraiment quand même une belle recherche pour la mise en scène, la réalisation, les cadrages et tout ça. Là. Donc, on voit quand même que c'est ça que d'expérience derrière la cravate, comme on dit, là, par ces courts-métrages et tout ça. Donc, ça serait
L'offrande québécoise de la semaine. Réal Bossé, assez intense Oui, quand oui, même oui. de ce personnage, bien campé. Là. C'est quelqu'un que je pense dans la vie est super chaleureux quand même, là, il est très, très rieur. Mais Il est il à fait l'opposé. souvent des personnages, là, c'est ça qui ont l'air. Là. Et là, je voudrais pas être justement coincé avec ce monsieur-là qui dit rien puis qui a l'air chargé d'une émotion trouble. Là. Voilà. Il y a plus léger, la comédie L'Innocent de Louis Garrel. C'est sa 4e réalisation déjà, mais vraiment sa plus légère. Là. Souvent, c'était des drames très indépendants, très cinéma d'auteur, mais ici, un film grand public pour Louis. Mais c'est un comédien à la base, là, fait qu'il est dans énormément de projets. Il va être entre autres dans le prochain Les Trois Mousquetaires. Ouais. Et il co-signe le scénario. L'histoire, finalement, c'est qu'il se met en scène lui-même. C'est un trentenaire, veuf et assez méfiant qui s'occupe beaucoup de sa mère. Et sa mère donne des cours de théâtre, des ateliers de théâtre en prison. Okay. Et tombe en amour avec un détenu qui est sur le point d'être libéré, d'être remis en liberté conditionnelle. Et fait que lui, il est comme, ouais, c'est pas la première fois que ça arrive. Il est assez méfiant de tout ça. Mais les autres se marient, puis avancent, puis tu sais, il se garde beaucoup de réserve. Fait qu'il demande à sa meilleure amie d'aider à surveiller sa mère parce qu'il est vraiment sceptique, parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Et par une série d'imbroglios, il va se ramasser, lui et son ami Clémence, un peu dans les pattes de ce gars-là, de Michel, puis il va finalement, évidemment, effectivement les intégrer dans son prochain plan. Fait qu'ils vont se retrouver malgré eux coincés dans une espèce de cambriolage un peu boboche là, qu'il va devoir faire. Mais on n'est pas dans la comédie très Danny Boone et gag sur gag. Là. C'est ça c'est la finesse qui est vraiment intelligente dans ce récit-là. C'est pas une histoire qu'on a peut-être jamais entendue, mais c'est vraiment dans son traitement. Il y a une très bonne balance entre le réel, les sentiments, puis l'humour, sans que l'un vienne nuire à l'autre. On force pas une blague au détriment du rythme ou des choses comme ça. Et le film avait eu énormément de nominations au César. 11 nominations. Il était dans comme toutes les catégories. Hein? Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut pas aller le voir d'entrée de jeu en disant « Ah, ça va être le meilleur truc de tous les temps ». Je pense que si vous le surévaluez, là, overhypé, vous allez être déçu. C'est pas grandiose dans ce sens-là, c'est plus grandiose dans la finesse un peu de l'originalité de sa façon. Au final, il a remporté le meilleur scénario et meilleure actrice de soutien pour Noémie Merlan. Les autres qui jouent son ami, là, c'est Roche Dizem qui joue le nouveau mari de sa mère, qui elle est jouée par Anouk Greenberg. Je me souvenais pas de l'avoir vue, mais écoute, je vois pas tous les films français non plus. Là. Mm-hmm. Fait que j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Là. Je pense que si vous voulez un film, léger mais intelligent, là, c'est comme une comédie policière, mais c'est pas des policiers. C'est juste qu'ils vont être un peu en filature sur le monsieur. Ils vont se retrouver pognés dans le crime, eux autres. Fait que genre de comédie criminelle de bons sentiments qui va même aller toucher la comédie romantique un peu autour de ça. Tu sais, lui a son histoire de son ex-femme, sa femme qui est morte on comprend peut-être 1 ou 2 ans, mais il est encore troublé de ça. Et sa meilleure amie, elle, à l'inverse, est comme elle enfile les dates Tinder et tout, mais ni un ni l'autre arrive à se balancer là-dedans. Tu sais. Mm-hmm. Fait que beaucoup plus léger que John Wick et que Jour de merde. Fait que selon vous voulez vous aiguiller, L'Innocent de Louis Garrel, très sympathique là, pour ce début de printemps. Dans les autres sorties, il y a une ribambelle de films disponibles. Il y a le drame Notre-Dame de Moncton, qui est une des premières productions du Nouveau-Brunswick. Du New Brunswick. Fait que c'est un tournage francophone. On va suivre une fille, j'ai oublié son nom. Ça s'appelle-tu Marie, le personnage? Je sais plus. En tout cas, qui se fait expulser de sa chambre dans un foyer d'accueil. Fait qu'elle se retrouve sans abri. Ben, elle était déjà pas mal sans emploi et un peu amochée. Puis elle va se réfugier clandestinement dans la cave de la maison d'un couple âgé. Puis à peu près au même moment, là, son fils va décider de reprendre contact avec elle pour rencontrer sa mère biologique parce qu'il y a à peu près 20 ans, les services sociaux lui avaient retiré la garde de son enfant, la jugeant inapte. Fait que comme on ne traite pas de la maladie mentale là-dedans, c'est pas sûr que c'est ça, mais c'est quand même c'est plus l'itinérance, la vie rough.
On est plus dans le drame ou quand même? Vraiment dans ok, le drame. c'est ça. Pas mélodrame, mais on est dans le drame. C'est quand même assez expéditif comme film de mémoire, 1h30, 1h40. Là, c'est 1h30, je pense. C'est avec Laurie Gagné qui a le rôle principal, mais Louise Turcot et Gilles Renaud qui sont le couple âgé dans la maison où elle héberge, et Thomas Lapointe qui joue son fils. On aborde différents thèmes, là, évidemment le deuil, l'itinérance, puis des liens familiaux nébuleux, là, troublants, avec le reconnecter avec sa mère. C'est ce désir-là. Il y a eu pas mal de films ces temps-ci comme ça d'enfants adoptés qui voulaient retrouver leurs parents, etc. Autant à l'international qu'au Québec ou au Canada, dans le cas de Notre-Dame de Moncton. Il y a le drame Maestro de Bruno Chiche, qui, on suit un chef d'orchestre célèbre et renommé qui est joué par Yvan Attal, qui va remporter un énième trophée victoire de la musique classique, qui est vraiment un des grands chefs reconnus. Mais son père, François, est également chef d'orchestre, sauf que lui, il a une carrière plus honorable, plus limitée, si on veut. Fait que donc, on comprend que le fils a fait le même boulot que le père, mais a eu beaucoup plus de succès. Ce qui va arriver, c'est qu'on va proposer au père, à François, un travail pour diriger un orchestre super important, travail qu'il rêvait toute sa vie d'avoir. Mais le fils, joué par Yvan Attal, donc Denis, va apprendre qu'en fait, c'était à lui qu'on voulait le proposer, mais on s'est trompé de M. Doumard. Fait que là, il va être... Erreur sur la personne. Ouais, il va être pogné dans la situation d'essayer de désamorcer ça, puis je sais pas pourquoi, mais on lui met quasiment dans ses pattes à lui. Non, faut que tu annonces à ton père et tout. Okay. Mais c'est plus un drame. Ça pourrait... On dirait qu'en le disant, il pourrait avoir une comédie à la Danny Boone, là, mais on est dans le drame ici, dans cette histoire-là. C'est librement adapté d'un film israélien qui avait obtenu le prix du scénario, du meilleur scénario à Cannes en 2011, mais c'était dans le milieu littéraire, je pense, si je me souviens bien. Puis là, on l'a juste mis, ou tu sais, des lettres, fait que c'était probablement pour une job d'enseignant ou quelque chose comme ça. Puis là, on l'a mis dans le monde de la musique. On dit énormément de bien de Yvan Attal, de sa performance qui est comme... parce que son personnage est entre l'admiration pour son père et la révolte, parce que le fait qu'il soit un peu en... Mais au-delà de cette histoire de job-là, ils sont en brouille depuis vraiment longtemps. Là, genre. C'est qui joue le père encore, me semble? C'est Pierre Arditi et Miu Miu qui joue sa mère. Fait que voilà. Il y a le drame Godland, qui est parfois appelé Godland, une vie divine, de Hilnur Palmason, ou Palmason. Sûrement Palmason, parce que c'est un Islandais. C'est lui qui avait réalisé Brume d'Islande il y a quelques années. Ici, on est à la fin du 19e siècle. On va suivre un prêtre danois qui est chargé d'aller en Islande construire une église et qui va mettre en péril sa vie et sa foi en prenant un chemin plus tortueux et plus sauvage pour combler sa passion de la photographie. Mais de la photographie du début du 19e siècle, fin 19e siècle. Là, c'est très, comme dans Lucky Luke, là, avec la cape sur ta tête, puis il faut que personne bouge, puis c'est sur 3 petits trépieds tout instables. C'est un film, ça se déroule en Islande. Si vous aimez les paysages dans ces films, il y a ce côté grandiose-là. Par contre, ça a été traité plus comme des vignettes. Fait qu'au niveau du format de l'image, là, on est plus dans un petit carré avec les coins arrondis, vraiment comme si on avait des vieilles photos de l'époque. Fait que ça n'empêche pas de bien apprécier, et encore plus sur grand écran de cinéma, mais on n'est pas en gros scope pour voir l'étendue. C'est plus immersif dans sa façon de faire. Et en fait, c'est... le réalisateur s'est inspiré de la découverte en Islande. Je ne sais pas si c'est arrivé quand, là, mais il avait trouvé des photos de négatifs. 7 photographies prises par un prêtre danois il y a plus de 150 ans. Fait que c'est comme imaginer qu'est-ce qui aurait pu arriver dans le périple de ce prêtre-là. Et le film est fait vraiment en 2 temps, une espèce de... Tu sais, c'est quand même un film qu'il faut savourer, là, qui dure comme 2h20. Là. Puis la première moitié, c'est vraiment son périple, puis tu sais, traverser... C'est des contrées assez sauvages, là, le climat aride. Fait que traverser toute une bonne partie de l'Islande à pied à travers les montagnes et les vallées, les rivières. Puis après ça, quand il arrive, là, on voit la construction de l'église puis l'interaction avec les gens. Et il y a une barrière de langue également, vu que lui, il est danois. Fait que on dit énormément de bien pour Godland. En fait, j'avais commencé à l'écouter, j'ai juste pas eu le temps de terminer, j'avais trop de films cette semaine. Et le documentaire de la semaine, c'est un documentaire canadien qui nous vient de l'ONF, La couleur de l'encre de Brian D.
Johnson. On va suivre Jason Logan, qui est un fabricant d'encre torontois qui utilise plein d'affaires weird pour faire de l'encre. Ben, probablement comme on faisait il y a comme 2000 ans. Il utilise des baies, de la rouille, de l'acier d'arme à feu, du marbre de Carrare pour fabriquer son encre. Puis il va vendre ses produits exclusifs à différents artistes du monde entier. Fait que c'est vraiment un portrait de cet artiste-là, mais dans une mise en image énormément visuelle, colorée, à la hauteur de ce qu'il fait. Fait qu'on va le voir beaucoup travailler ses couleurs, l'encre sur le papier et tout. Fait que ça n'a pas une portée universelle comme documentaire. C'est très pointu, si on veut, mais au niveau des sens et de l'appréciation visuelle, c'est là. C'est à l'écran. Écoute, ça fait le tour. Là. Sinon, les autres films, comme on dit, c'est toujours encore plus niché. Là. Il existe d'autres films. Ça se peut que vous attendiez un titre en particulier, mais ça commence à être juste à Montréal ou juste certains cinémas ou juste aux États-Unis. Là. Fait que on va laisser faire pour cette semaine pour ça. Puis, j'ai oublié de noter, je n'ai pas mis à jour. La semaine prochaine sort Donjons & Dragons. C'est Donjons & Dragons, effectivement. Et on a beaucoup de comédies ces temps-ci. Là, il y avait L'Innocent, entre autres, mais Les Cyclades avec Laure Calamy qui prend l'affiche la semaine prochaine. C'est vrai. Puis, je me souviens pas de tout par cœur, là, mais il y a ça. Je pense que c'est les deux gros, effectivement. Je pense pas qu'un film québécois de mémoire. Non, là, on jase de même. Il y a Bungalow le 7 avril. Fait que je pense qu'il y a 31 mars. Je pense qu'il n'y en a pas. Désolé si vous avez une grosse sortie québécoise qu'on l'oublie, mais on va le couvrir la semaine prochaine. Là. C'est juste de même, là, ça ne nous revient pas. D'ici là, comme d'habitude, contactez-nous par courriel balado@commercialmonciné.ca. Et on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans plusieurs des cinémas de la province avec Éric Bruno en couverture pour Crépuscule pour un tueur, entre autres. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ce, on vous souhaite de bon cinéma, bon popcorn, puis si vous allez voir John Wick, prenez le grand format.